Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'une bonne application de calcul matriciel qui est celui des matrices de transition. On va notamment parler de l'usage des valeurs propres et des vecteurs propres pour déterminer les états stationnaires d'un système dont l'évolution est décrite avec une matrice dite de transition. Commençons peut-être par une définition. Ce qu'on appelle une matrice de transition est une matrice dont la somme des éléments d'une colonne fait 1. Alors pour le coup, ici, nous avons pris le cas simple d'une matrice à deux dimensions. Donc, si l'élément 1, 1 vaut A, l'autre élément de la colonne vaut forcément 1 moins A pour que la somme de A plus 1 moins A donne 1. Aussi, on prend A et B entre 0 et 1. Tous les nombres de la matrice sont des nombres entre 0 et 1. Par exemple, la matrice 0,7, 0,3 et 0,1, 0,9 est une matrice de transition puisque la somme ici de ces deux termes vaut 1 et la somme ici vaut 1. L'objectif de ces matrices est de modéliser des situations où vous avez une population qui est mixte, par exemple ici une population qui est en deux parties, c'est binaire. Par exemple, dans ce cas-là, nous parlons d'une maladie, soit les gens ont la maladie, soit ils ne l'ont pas, et les coefficients de cette matrice correspondent aux probabilités de transition d'un état à l'autre. Par exemple ici, si on considère que le vecteur auquel s'appliquera la matrice comporte comme première composante les malades et comme deuxième composante les gens sains, alors on peut comprendre cette matrice comme étant la matrice qui dit que 70% des malades vont rester malades après un certain temps. Ici, pour exemple, j'ai pris 3 jours. Et par conséquent, si 70% des gens restent malades, 30% des gens guérissent. Au contraire, la population saine, 10% des gens tombent malades, et donc, par conséquent, 90% des gens restent sains. La question qu'on se pose ici, c'est, à terme, quel pourcent de la population va être malade, et le calcul matriciel nous permet de répondre à cette question, notamment par l'usage de valeurs propres et de vecteurs propres. Définissons aussi ce qu'on appelle un vecteur d'état. C'est un vecteur dont les composantes ont une somme totale de 1. Donc ici, pour les mêmes raisons qu'avant, si j'ai x en première composante, j'ai 1 moins x dans la deuxième, et x est un nombre entre 0 et 1. On peut comprendre les composantes d'un vecteur d'état comme étant les proportions de chaque type de population dans la population totale. Par exemple, si je prends le vecteur 0,2, 0,8, ça signifie qu'au départ, par exemple, j'ai 20% de la population qui porte la maladie et 80% donc qui ne la porte pas et qui est dite saine. Maintenant, grâce au produit matriciel, en multipliant ce vecteur par cette matrice, je pourrais calculer le nouvel état du système et calculer la nouvelle proportion de gens qui sont malades ou pas. Je ne vais pas faire ça ici par manque d'espace simplement, et je vais plutôt vous expliquer comment utiliser les valeurs propres pour répondre à la question quel est l'état stationnaire du système, c'est-à-dire quel est l'état final du système si je laisse beaucoup de temps s'écouler. Alors, on commence par chercher les valeurs propres de la matrice de transition. On peut démontrer assez facilement qu'il y a toujours une valeur propre qui vaut 1, ce qui veut dire qu'il existe un état qui sera dit stationnaire, c'est-à-dire que une fois qu'on est dans cet état, la matrice renvoie toujours le même état et donc le système arrête d'évoluer. Pour la matrice que j'ai mentionnée avant, 0,7, 0,3, 0,1, 0,9, si on cherche les valeurs propres en construisant le polynôme caractéristique et en résolvant l'équation du deuxième degré qui va avec, on trouve qu'il y a une valeur propre effectivement qui vaut 1, associée au vecteur propre qui a des proportions 1, 3. Donc du coup, si par exemple on voulait écrire un vecteur d'état qui soit collinaire à ce vecteur propre, on utiliserait le vecteur 0,25 et 0,75. La somme de ces deux termes vaut 1, et les proportions sont bien de 1 contre 3. 0,75 étant le triple de 0,25. De l'autre côté, l'autre valeur propre est 3 cinquièmes, et elle est associée au vecteur propre 1 moins 1, ou à l'espace propre généré par le vecteur 1 moins 1. On ne peut pas créer de vecteur d'état pour ce vecteur-là, mais cela va quand même nous être utile dans le calcul qui suit. L'idée, c'est que puisque nous voulons étudier l'effet de la matrice après un certain nombre d'itérations, en appliquant la matrice au vecteur initial un certain nombre de fois, peut-être 10, 15, 20 fois, on sait bien que effectuer des multiplications matricielles successives n'est pas quelque chose de simple. Par contre, si on décompose le vecteur ici en une somme de vecteurs propres
c'est-à-dire en écrivant le vecteur de base comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs propres, alors nous pourrons calculer l'évolution du système avec facilité. Comment ça se passe? Si on veut appliquer effectivement la matrice à ce vecteur, on effectuerait ce produit. Maintenant, si on veut effectuer ce produit pas mal de fois pour regarder ce qui se passe après 5 étapes, 10 étapes, 20 étapes, 50 étapes, ça devient vite laborieux. Donc l'idée, c'est de dire, je décompose le vecteur V en ses vecteurs propres. J'aimerais écrire le vecteur 0, 2, 0, 8 à partir du vecteur 1, 3 et du vecteur 1, moins 1. On peut montrer assez facilement par calcul que 0,25 fois V1 moins 0,05 fois V2 nous permet d'obtenir ce résultat. Grâce à cette combinaison linéaire de vecteurs propres, il est maintenant très facile d'appliquer la matrice au vecteur V. En appliquant la matrice au vecteur V, je l'applique en fait sur cette somme de vecteurs propres, et du coup, l'effet de la matrice sur le vecteur est simplement de le multiplier par la valeur propre. Ici, V1 est multiplié par lambda 1, V2 est multiplié par lambda 2. Par conséquent, V1 n'est pas changé puisque la valeur propre vaut 1. Par contre, V2 reçoit un coefficient de 3/5, qui est un nombre plus petit que 1. On peut aussi montrer que l'autre valeur propre d'une matrice de transition est toujours plus petite que 1 en norme. En norme, c'est-à-dire en valeur propre. Pardon. Donc, maintenant, si on veut regarder une évolution asymptotique du système, c'est-à-dire pour des très grandes valeurs du nombre d'itérations, on a envie d'appliquer la matrice 20, 50, 100, 200 fois, et bien si on l'applique à ce vecteur, on retrouve exactement comme avant la valeur propre qui vient, mais ici à la puissance n, puisqu'on a appliqué n fois la matrice. Ici pareil, la valeur propre à la puissance n. Alors ce qui tombe bien, c'est que la valeur propre 1 à la puissance n donne toujours 1, donc ce terme-là ne sera pas affecté par le nombre d'itérations. Par contre, ici nous avons la valeur propre 3/5 à la puissance n. Et puis comme on sait, les nombres plus petits que 1 à une très grande puissance ont tendance à aller vers 0. Simplement parce que le numérateur étant plus petit que le dénominateur, plus la puissance est élevée, plus l'écart entre le numérateur et le dénominateur devient grand. Donc du coup, cette deuxième valeur propre et ce deuxième vecteur propre ont tendance à disparaître, et on finit par se retrouver uniquement dans le système ici, 0,25 fois V1, ce qui est effectivement ce que nous avions trouvé là-haut, 0,25 et 0,75. Ce vecteur ici est ce qu'on appelle l'état stationnaire du système, c'est le vecteur d'état qui est collinéaire au vecteur propre correspondant à la valeur propre 1. Ce qui est intéressant de constater ici, c'est que ce n'est pas juste qu'une fois qu'on est dans cet état, on y reste. C'est que de toute façon, on va converger vers cet état. Ceci est vrai parce que l'autre valeur propre est plus petite que 1, et par conséquent, le deuxième terme ici va toujours finir par disparaître à force d'itération. Et ce qui va survivre, c'est celui-là. Les matrices de transition sont très utiles dans de nombreux systèmes pour décrire l'évolution d'un système probabiliste qui a des probabilités stables, évidemment. On parle notamment de chaîne de Markov comme processus qui peut être bien modélisé par des matrices de transition où on a une série d'événements indépendants qui ont toujours la même probabilité d'arriver. Ce qui est intéressant, c'est de constater que l'état stationnaire qu'on atteint ne dépend pas du tout de l'état initial. C'est-à-dire que, quelle que soit la décomposition qu'on fait ici, parce que puisque les deux vecteurs propres sont linéairement indépendants et génèrent tout l'espace, n'importe quel vecteur de base peut être exprimé comme une combinaison des deux vecteurs propres. Pas forcément avec les mêmes coefficients, mais peut toujours être exprimé ainsi. Et donc, à terme, c'est de toute façon le vecteur propre de la valeur propre 1 qui va gagner, et du coup, c'est celui qui survit. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. C'est quelque chose de relativement technique, donc je fais un petit résumé pour terminer cette vidéo. Les matrices de transition sont des matrices dont tous les nombres, dont tous les éléments sont des nombres entre 0 et 1. En particulier, la somme des éléments d'une même colonne est égale à 1. Elle permet de représenter l'évolution d'un système en termes de probabilité de changer d'état, avec les termes diagonaux comme étant la probabilité de rester dans son état, et les autres termes comme étant les termes de transition d'un état à l'autre. Les vecteurs d'état sont aussi des vecteurs à somme unitaire, et dont toutes les composantes sont des nombres entre 0 et 1 et qui représentent l'état du système.
On peut, pour toutes les matrices, trouver des valeurs propres, et on trouvera toujours une valeur propre égale à 1 et une autre valeur propre qui sera plus petite que 1 en valeur absolue. Ainsi, avec les deux vecteurs propres qu'on aura trouvés, on pourra écrire n'importe quel vecteur de base, vecteur de départ, en termes des deux vecteurs propres. Et par conséquent, on pourra appliquer la matrice n fois très facilement à ce vecteur. Ce qui nous permettra de conclure que l'état stationnaire correspond au vecteur propre de la valeur propre 1 avec un certain coefficient pour qu'il respecte la condition d'être un vecteur d'état, c'est-à-dire que la somme des deux composantes doit valoir 1. Voilà, j'espère que ceci était clair. Dans le cours, il y a un certain nombre d'exercices qui vous font notamment démontrer, par exemple, qu'il y a toujours une valeur propre qui vaut 1, qui vous font démontrer qu'on converge toujours là-dessus, et puis qui vous font appliquer ça à d'autres exemples. Voilà, bon travail, et à bientôt.